Bienvenue chez vous à Pont-Scorff qui, comme son nom l'indique, est traversé par le Scorff, un fleuve côtier qui a façonné la vie de la commune et qu'il faut préserver puisque c'est le lieu de passage des saumons. Depuis 1994, ils sont étudiés ici et en ce moment, justement, les scientifiques et la Fédération de la pêche font l'inventaire des jeunes saumons. On va aller voir ça de plus près. Il est là dans les... Oui, saumon là par contre. Là avec une là. Oui. Bonjour messieurs. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous effectuons une pêche scientifique à électricité sur des tacons, des petits juvéniles de saumon. C'est l'anode qui émet un champ électrique dans l'eau. Donc c'est des traits de 5 à 8 secondes qui tétanisent le poisson et on les récupère à l'aide d'une grande épuisette et d'une petite épuisette. Après, on va aller à la table de marquage, on va les mesurer, les peser, les marquer, faire des prélèvements écailles pour connaître leur âge. Et puis, on va les remettre dans leur cours d'eau natal. Donc ça, c'est des saumons, c'est des bébés saumons. Oui, tout à qui fait. sont nés dans le Scorff. Oui. Et après, c'est quoi leur destinée? Alors, du coup, après, ils restent soit 1 an, soit 2 ans dans leur rivière. Et après, ils dévalent pour partir en mer, où ils restent également soit 1 an, soit 2 ans en mer pour revenir se reproduire dans leur rivière. Alors, on a commencé à s'intéresser aux saumons du Scorff dans les années 70. Je vous propose de regarder ce reportage qui témoigne de la prise de conscience de l'époque. Le Scorff, encaissé dans la forêt de Pont-Calec, promène une réputation sur le point de mourir. Truites et saumons ont presque disparu du fait de pollution chimique avec leurs déchets et organiques parce que le cours de la rivière se meurt sous un linceul de végétation. Pourtant, un livre blanc va peut-être aider à la renaissance de la rivière. Pour cela, des bénévoles luttent. Nous avons commencé à effectuer un déboisement des rives de façon à permettre à la lumière de pénétrer davantage sur ce ruisseau. Nettoyer le cours de la rivière ne suffit pas. Les défenseurs de la nature, du saumon, la PPSB, des chercheurs pensent déjà au repeuplement du Scorff. Bien, nous sommes optimistes. Optimistes tout d'abord parce que cette première expérience témoin est une réalité et qu'elle est bien vivante. Et que dès l'an prochain, elle sera reprise sur d'autres rivières avec le bénéfice des connaissances que nous aurons pu acquérir au cours de cette première année. Il reste encore beaucoup à faire, certes, mais l'expérience du Scorff, unique en son genre actuellement, permettra la mise au point d'une technique valable pour toutes les autres rivières. Alors Nicolas Jeannot, est-ce qu'il y a plus ou moins de saumons dans le Scorff qu'en 1972? Eh bien, on a moins de grands saumons comme les pêcheurs des années 70, puisqu'il s'est pris jusqu'à 400 saumons par pêche à la ligne. Aujourd'hui, il remonte entre 50 et 100 saumons de printemps, donc c'est plusieurs hivers de mer. Par contre, on a une composante Castillon qui arrive l'été, qui, elle, assure le renouvellement des générations de saumons en Bretagne. Justement, dans quel état est la ressource aujourd'hui? Alors aujourd'hui, elle se renouvelle, donc la ressource se renouvelle, donc c'est un bon signe, donc ça permet même l'exploitation par pêche à la ligne, mais dans des conditions raisonnées et raisonnables par rapport à la ressource actuelle. La Bretagne est bien pourvue en saumon sauvage, puisque le massif armoricain permet la nurserie des juvéniles de saumon, alors que la plupart des grands fleuves de France ont été canalisés ou barrés avec des grands barrages du 19e siècle qui ont empêché la migration et la remontée des saumons, et plus particulièrement des saumons de printemps ou de plusieurs hivers de mer, qui eux payent un lourd tribut depuis les années 80, même les années 70. Et puis ce que vous constatez aussi depuis plusieurs années, c'est que le gabarit des saumons a changé. Il est vrai, la station existe depuis seulement 1994, donc on a un peu de recul qui nous permet de voir que les poissons ont perdu dans les années 2000 20%, 23% même de poids moyen, que ce soit les saumons de printemps ou les castillons, assez rapidement. Donc des poissons plus maigres et plus petits et qui remontaient, la ressource en mer était, semble-t-il, moins riche sur ces années-là. Merci Nicolas pour toutes ces explications. On va maintenant s'intéresser à d'autres animaux, des girafes, des loups, des panthères des neiges, puisqu'on va prendre la direction du zoo de Pont-Scorff, une institution ici qui vient d'être reprise par Sébastien Musset. C'est parti.
Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc là, on est aux girafes. Exactement, on est en fait à mi-chemin entre l'enclos des girafes et la plaine africaine. Et là, les travaux commencent bientôt, en fait, la semaine prochaine. Les travaux commencent à partir de la semaine prochaine, exactement, avec la destruction d'un certain nombre d'enclos. Votre travail ici, c'est aussi de rendre plus d'espace aux animaux. Hein. C'est ça, dans tous les enclos. Effectivement, le point central du projet, c'est vraiment la protection animalière, donc soit des espèces à nouveau qu'on va essayer de conserver, soit des animaux qu'on va accueillir. Mais la règle de base pour construire les enclos, c'est le bien-être animal, donc l'espace. On a un budget total d'un peu plus de 5 millions d'euros, à la fois pour la partie exploitation et en même temps pour la partie transformation du site et tous les travaux qu'il faut qu'on fasse. C'est une petite folie parce que vous n'êtes pas du tout du sérail à la base. C'était pas du tout votre métier. Alors c'est pas mon métier, c'est sûr. Après moi j'ai eu la chance de diriger un certain nombre d'entreprises, donc on développe un certain nombre de compétences on va dire. Après la chance que j'ai c'est d'être très bien entouré, à la fois avec des gens qui sont des spécialistes de la restructuration, de l'architecture, et puis l'équipe sur place, Alain Le Hérite qu'on rencontrera tout à l'heure qui est l'ancien directeur et capacitaire, et puis évidemment toute l'équipe de soigneurs, puisqu'on a récupéré un certain nombre de soigneurs qui étaient présents, pour certains depuis longtemps sur le site, et qui apportent des expertises qu'évidemment je n'ai pas. Je dirais que moi j'ai un rôle de chef d'orchestre. Heureusement, c'est pas moi qui fais tout, quoi. Avant de parler du projet, je vous propose de regarder ce reportage qui retrace l'histoire du zoo de Pont-Scorff depuis sa création en 1973. Et nous, on se retrouve juste après. C'est en 1986 que le zoo de Pont-Scorff rugit pour la première fois à la télévision. Créé en 1973, le zoo est le rêve d'un couple, Maggie et Pierre Thomas, un ancien dresseur de fauves venu du monde du cirque. On doit donner au public une meilleure connaissance de l'animal, mais en fait, il ne vient pas pour ça. Il faut le lui donner en plus, en quelque sorte. Et ça n'est pas une obligation contractuelle, puisque le visiteur n'a pas payé pour ça. C'est de notre part un devoir moral, en quelque sorte. Mais dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987, le rêve de Pierre Thomas s'effondre. Un ouragan dévaste le zoo. 6 animaux sont en fuite dans Pont-Scorff, dont une panthère. Le montant des dégâts matériels s'élève à 350 000 francs et le zoo n'est pas assuré. On a fait 6 ans de boulot, bon, en 2 heures ça a été rasé ou presque, enfin, mais on repartira, il faut qu'on reparte. Si on repart pas, c'est pas nous, c'est les 60 ou 50 ou 60 000 personnes qui passent dans une année ici qui n'auront plus rien. Et puis eux, ils ont besoin de nous, hein. Ils nous appellent, les pumas, on les entend là. Suite à l'ouragan, la solidarité s'organise autour du zoo. Des bénévoles et notamment des enfants participent à sa restauration. Dans la décennie suivante, le zoo prend un nouvel essor. Il double sa superficie, reçoit de nouveaux animaux. Au plus fort de sa fréquentation, il accueille jusqu'à 220 000 personnes et produit des numéros de dressage uniques au monde. Dresser des panthères des neiges pour un dresseur de fauves, c'est comme escalader l'Himalaya pour un alpiniste. Pierre Thomas décède en 2002. Alain Le Hérite reprend la gestion du zoo. Puis en 2010, les enfants de la famille Thomas arrivent aux commandes. Le zoo voit naître le premier éléphanteau breton, mais rencontre de plus en plus de difficultés financières. En 2017, il est racheté par Sauveur Ferrara, qui à son tour cède l'entreprise à un collectif d'ONG baptisé Rewild, dont fait partie l'association Sea Shepherd. Les animaux actuellement détenus seraient donc réintroduits dans la nature quand c'est possible. Grâce au soutien du journaliste et militant Hugo Clément, Rewild parvient à lever plus de 700 000 € en 5 jours. Le projet est unique au monde, créer un sanctuaire pour les 400 animaux et les réensauvager. Mais en mars dernier, Rewild se déchire. Le zoo est alors placé en liquidation judiciaire. Racheté par Sébastien Musset, il s'apprête aujourd'hui à écrire une nouvelle page de son histoire. Et nous revoici en compagnie de Sébastien Musset et de Alain Le Hérite, qu'on a vu dans le reportage Jeunes Soigneurs. Alain, vous avez accompagné finalement la vie du zoo depuis le début. Et là, vous repartez pour une nouvelle aventure. Ça va être quoi votre rôle ? Alors moi, aujourd'hui, je suis ici en tant que capacitaire. C'est-à-dire que j'ai ce qu'on appelle un certificat de capacité, qui est une reconnaissance sur une aptitude à gérer un parc zoologique et à gérer une collection. Et là, vous, quel regard vous portez finalement sur les dernières années qui ont été un petit peu tumultueuses ? Il y a eu des hauts, des bas. Là, on repart sur quelque chose de nouveau ? Alors moi, j'ai quitté en 2010 ici pour revenir donc aujourd'hui en 2021.
Si je suis là, c'est parce qu'effectivement, on part sur du renouveau et sur quelque chose qui me semble hyper solide. Ça va être quoi le projet? Le projet, c'est de redonner déjà vie à quelque chose qui est mort aujourd'hui, hein, et c'est surtout de pouvoir redonner l'image qu'avait cet établissement, qui avait quand même une importance capitale pour la région Bretagne en termes de tourisme. Là, Sébastien, il y a beaucoup de choses à refaire. Dans quel état vous avez récupéré le zoo? Dans un état assez catastrophique, tant du point de vue animalier d'abord en premier lieu, puisque tant Alain que moi on est particulièrement évidemment sensible à ce que nos animaux aillent bien, et le bien-être animal n'est pas un vain mot. Et puis l'état global des installations, vous voyez certainement derrière nous des bassins qui n'ont pas été beaucoup entretenus, des installations techniques qui n'ont pas été beaucoup entretenues. Donc globalement tout à refaire. Nous aujourd'hui ce qu'on souhaite c'est, comme le disait Alain à l'instant, faire revivre ce parc, lui faire vraiment une résurrection et autour d'un concept qui est assez simple, c'est emmener les visiteurs dans un voyage, donc à travers les grands corsaires, les grands navigateurs bretons qui sont allés à l'époque, il faut le rappeler, hein, l'Orient c'est la Compagnie des Indes, la route des Indes, donc ils sont allés à la conquête des continents. Est-ce que vous pensez tous les deux qu'aujourd'hui, faire un zoo comme avant, c'est plus possible, c'est plus, sociétalement parlant, c'est plus possible? Ce qui se faisait hier ne peut plus se faire aujourd'hui, mais la façon de le faire, ce n'est que de la continuité dans ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, on arrête les spectacles, mais on continue par des animations, par une présentation de l'animal de façon différente. Ce n'est qu'une évolution simplement des parcs zoologiques d'hier. Alors vous voyez, je pense qu'on peut le voir, le spectacle il est devant vos yeux, il n'y a pas besoin nécessairement de contraindre un animal. Là il a vraiment envie de faire le spectacle avec nous, c'est assez fabuleux, on s'est juste installé là mais il vient jouer avec nous. Ouverture juin 2022, c'est ça? Ouverture juin 2022, exactement. On aura fait le maximum de tout ce qu'on peut faire dans ce délai-là. Il y aura probablement des parties qui n'auront pas été refaites, mais on n'est pas parti pour une aventure de 12 mois, on est parti pour une aventure de plutôt une décennie. Donc on va tout doucement rendre ces lettres de noblesse et tout ce qui a été fait brillamment par Alain et Pierre Thomas il y a maintenant une trentaine d'années. Voilà. En tout cas, on sera en rendez-vous au printemps. Merci messieurs. Merci. Et l'environnement, c'est important à Pont-Scorff. La ville est d'ailleurs candidate pour obtenir une 3e fleur au concours des villes et villages fleuris. Réponse en octobre. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. On parlera jeunesse.